Le coup de tocsin. Et oui, le coup de tocsin avec Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous. Je l'ai dit, un directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Alors vous avez entendu notre corps à corps, nous avons commencé à aborder ces sujets de tensions internationales, de frappe de l'Ukraine vers la Russie, de la Russie vers l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous livrer votre analyse ? Oui, alors je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit parce que je trouve que le débat était très intéressant. Je vais le prolonger juste sur deux aspects. Quand vous évoquiez la difficulté de s'informer, on en a l'exemple avec les Coréens du Nord. Aujourd'hui, on nous raconte Oui. tout et n'importe quoi Alors, sur très bien. 2500, Oui. 10 000 personnes, 12 000, Zelensky allant jusqu'à dire 50 000 à 100 000. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Les premières interceptions de soi-disant de Coréens du Nord ont été diffusées avant qu'ils soient officiellement sur le terrain. Donc, il faut être très méfiant. Puis, il y a un deuxième point dont je ne pensais pas parler parce que l'information est tombée ce matin. Il y a une fondation Descartes dont j'ignorais l'existence qui vient de publier une étude sur la pénétration de la désinformation en France et qui tendrait à montrer que finalement la majorité des Français soutiennent la politique gouvernementale et ne sont absolument pas sensibles à un point de vue différent. Donc je suis extrêmement réservé sur cette étude qu'il convient de regarder. Pour le reste, effectivement, Régis Le Sommier et M. Kuzmanovic ont tenu des propos que je trouve tout à fait intéressants. Il faut aussi rappeler la position des Russes. L'ambassadeur russe en Grande-Bretagne a annoncé très clairement que pour Moscou, maintenant, les Anglais étaient devenus des belligérants. Je crois qu'effectivement, les Occidentaux s'agitent parce qu'ils se sentent impuissants, qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent rien faire et que, en plus, nous avons en face des Russes qui jouent le jeu puisqu'ils ont prévenu, il faut le rappeler, les Américains une demi-heure avant de tirer leur missile pour qu'il n'y ait pas de confusion, que ce ne soit pas un missile, ce ne soit pas intercepté comme un missile nucléaire. Et je pense que ça a été fait aussi pour faire en sorte qu'ils surveillent et qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas l'intercepter puisque c'est un missile qui fait, tenez-vous bien, entre 2 à 3 kilomètres en moins en moins d'une minute. C'est absolument incroyable. Et puis Poutine, il faut le rappeler aussi, a actualisé la doctrine nucléaire à chaque fois par petites touches, ce qui lui permet de dire que finalement des gens qui tireraient des missiles sur son territoire, les Occidentaux, qui fournissent à la fois le renseignement et l'assistance technique, à partir du moment où ils considèrent que c'est une agression, ils se réservaient le droit de frapper sur le sol de ceux qui sont co-belligérants, finalement. Oui. Co-belligérants qui encadraient les Ukrainiens. Oui, donc les avertissements côté russe sont donnés. D'ailleurs, les Russes ont également prévenu les Américains que cette décision risquait de provoquer une troisième guerre mondiale. On revient sur ce sujet de la troisième guerre mondiale. Quelle est votre analyse sur le sujet ? Moi, j'avoue que je n'y crois pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens et les Américains sont très, très, très prudents. Une guerre mondiale, ça ne peut être qu'une guerre entre deux puissances nucléaires. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de frappe russe sur le territoire américain ni vice-versa. De même qu'il n'y en aura probablement pas, qu'il n'y aura pas sur les territoires français et britanniques. Donc je pense que là, on est dans de l'agitation. Par contre, je crois qu'il faut préciser, c'est que côté américain, les républicains et l'équipe de Trump sont absolument furieux de ce qu'a fait. Alors, on dit Biden, mais c'est pas Biden. Le pauvre homme est dans un état de déliquescence avancée. Donc, c'est essentiellement Jack Sullivan, son conseiller à la sécurité nationale, et Anthony Blinken. Mais il faut quand même préciser une chose, c'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président sortant ou battu, au lieu de gérer une transition comme le veut la tradition démocratique d'outre-Atlantique, est en train de prendre des décisions qui vont engager son successeur. Comme le disait très bien Régis Sommier tout à l'heure, tout est fait pour savonner la planche de Donald Trump, pour rendre son second mandat extrêmement, extrêmement complexe. Voilà, alors qu'on a un président qui non seulement a perdu les élections, mais a perdu les deux chambres. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur qui montre les dérives de la société américaine. Valls, qui a été nommé par Donald Trump comme conseiller à la sécurité nationale, a dit qu'il faisait tout pour essayer de travailler avec l'équipe de Biden pour arriver à une sortie de crise, qu'elle soit sous une forme ou sous une autre. Malheureusement, on voit bien que les néoconservateurs démocrates au pouvoir sont dans une politique jusqu'au boutiste. Parce qu'ils voient très bien que la nouvelle équipe de Trump a vraiment une position très différente de la leur sur l'Ukraine.
Tulsi Gabbard, qui a été nommée comme future directrice nationale du renseignement, a tenu dès 2022 des propos extrêmement durs sur Zelensky et sur la politique américaine, en disant que ça n'avait rien à démocrate, que les États-Unis ne défendaient pas les valeurs démocratiques en soutenant l'Ukraine. Et même Marco Rubio, qui prendra les rênes du département d'État, qui était plutôt favorable à l'Ukraine au départ, est en train de changer de position aujourd'hui. Ouais, enfin, c'est vrai que, en même temps, on peut comprendre une telle réaction côté Trump parce que vous avez très bien fait de le rappeler. C'est inouï le fait qu'un président en transition, en remise de pouvoir, prenne encore des pouvoirs. C'est presque une sortie de démocratie, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, juridiquement, il a le droit de le faire, on ne peut Hmm. pas l'empêcher, mais effectivement, par rapport à la tradition et je dirais, à l'équilibre de la société politique américaine, c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement contestable et qui n'a jamais eu lieu. Ouais, et on peut éventuellement interroger ça et interroger en même temps les prises de position de notre ministre des Affaires étrangères concernant la possibilité d'envoyer des tirs de missiles français à longue portée sur la Russie sans passer par le Parlement, comme on le rappelait pendant le corps à corps. À chaque fois, ce sont quand même des prises de décision qui ont l'air de bafouer, on va dire, le protocole parlementaire habituel. Alors, vous vouliez aussi réagir sur les activités militaires et diplomatiques allemands, notamment. Oui, parce que les Allemands, dont on a craint à un moment donné qu'ils participeraient à cette comédie pilotée par les Britanniques, les Français et les Anglais, ont finalement décidé de ne pas livrer de missiles Taurus à l'armée ukrainienne. Et on a même été surpris de voir Olaf Scholz reprendre langue avec Vladimir Poutine, une longue conversation qui a bien sûr fait hurler immédiatement les Ukrainiens, et même les Italiens s'en sont un petit peu distanciés. Côté américain, il y a un élément qu'on a oublié d'évoquer, c'est que les Américains ont également décidé d'envoyer des mines antipersonnelles aux Oui, Ukrainiens. Alors, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a un pays qui n'a jamais ratifié le traité sur l'utilisation des mines, les États-Unis, qui livre des mines à un pays qui, lui, a ratifié le traité, ce qui est le cas de l'Ukraine. Donc, tout ça est assez grotesque. Les organisations humanitaires comme Human Rights Watch ont protesté en disant que ça allait être terrible pour les populations civiles. Et puisque l'on parle de continuer à jeter de l'huile sur le feu, on a observé hier qu'un bombardier B-52, qui peut normalement emmener des armes nucléaires, est allé survoler toute la mer Baltique et est arrivé au large du golfe de Finlande, a en plus coupé son transpondeur. Donc on voit là aussi que les Américains sont en train d'essayer de nouveau de provoquer ou de tester les capacités de réaction russes. Je mets un bémol à tout cela parce que, en fait, quand on écoute ce que dit le Pentagone, qui lui est bien sûr opposé aux frappes de missiles à longue portée, eh bien, on a eu une réaction du chef du commandement américain pour l'Indo-Pacifique qui s'est dit extrêmement préoccupé par le déclin des stocks de missiles en raison des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, et qui s'est dit que s'il y avait un problème face à la Chine, il serait probablement dans une situation très difficile. Et puis, on a appris hier également qu'en raison de problèmes d'effectifs à bord des navires, les Américains allaient désarmer 17 bateaux de leur flotte de soutien parce qu'ils n'arrivaient plus à recruter. Donc, vous voyez, entre le discours de provocation qui est tenu d'un côté oui, c'est et la bizarre. réalité des capacités occidentales, il y a vraiment un monde. Ouais. Alors vous parliez du Pacifique et de ce vol du B-52 au-dessus de la Baltique, pardon. Il y a un autre élément, c'est la destruction de câbles sous-marins dont vous souhaitiez parler, qui est arrivé le 18 novembre. 2 câbles sous-marins ont été endommagés en mer Baltique. Alors de quoi il s'agit exactement? Alors, la vérité, c'est que nous ne savons pas. Il y a tellement d'informations contradictoires qui circulent. D'abord, est-ce que c'est un accident? A priori, non, parce qu'il n'y a pas eu de glissement de terrain. Alors, c'est peut-être un accident lié à un bateau chinois, mais depuis le début de ces événements, on a entendu dire que c'était les Russes, que c'était un accident, puis que c'était les Chinois. Donc, on a très peu d'informations. Les Danois ont arraisonné un navire chinois qu'ils soupçonnent d'avoir, peut-être avec une encre, raclé le fond et coupé le câble sous-marin. Il y aurait 2 câbles qui ont été coupés. Il faut rappeler qu'il y a chaque année près de 200 câbles sous-marins qui sont sectionnés dans le monde, dans les fonds sous-marins, par accident, par mouvement de terrain. Mais il faut aussi rappeler une chose, parce que ça nous fait penser aux événements de Nord Stream 2, que Ouais. quelques jours auparavant, c'est-à-dire du 11 au 14 novembre, les marines de l'OTAN ont fait exactement dans cette zone un grand exercice anti-sous-marin. Donc je ne jette pas la pierre, je Hum. porte
accusation, mais il y a encore des éléments troublants, ce qui fait que c'est difficile d'avoir un point de vue clair sur cette affaire en l'état actuel des choses. Oui, c'est vrai que pour le Nord Stream, rappelons-le, il y avait également eu des exercices quelques jours auparavant. Donc, bon, voilà, parallèle. Alors, vous souhaitiez parler, et c'est important également, des opérations israéliennes et surtout de la décision de la Cour pénale internationale à l'encontre notamment de Benjamin Netanyahou. Oui, les opérations israéliennes continuent. Alors non seulement bien sûr à Gaza, à Beyrouth où les frappes sont de plus en plus importantes et que les immeubles sont détruits, mais également à Damas où entre le 15 novembre et le 22 novembre, les frappes se sont multipliées. Donc les Israéliens continuent à cogner de tous les côtés sans que de grandes protestations aient lieu. Le 23 novembre, un immeuble a été rasé avec plus de 50 morts. Il commence à y avoir une fronde d'un certain nombre de réservistes israéliens qui accusent leur propre armée de tout détruire. Le quotidien Haaretz, qui est le grand quotidien de gauche israélien, a révélé que l'armée avait déjà ouvert des enquêtes, bien sûr, sur des suspicions de crimes de guerre. Mais là encore une fois, on a appris hier que ce grand journal de gauche qui met en cause l'excès de la politique israélienne de manière tout à fait démocratique, venait de subir des sanctions et était interdit désormais de tout contact avec les institutions et les autorités israéliennes, ce qui montre aussi une grande Intéressant. dérive de la démocratie en Israël. Mm. Et puis, il y a bien sûr cette décision de la CPI qui a lancé des mandats d'arrêt à la fois contre Netanyahou, Yoav Gallant, son ancien ministre de la Défense qui a été viré par Netanyahou, mais aussi bien sûr par Mohamed Deif, qui est le chef de la branche armée du Hamas. Erdogan a applaudi des deux mains, bien sûr, de ces condamnations. Effectivement, les juristes aujourd'hui, avec des éléments extrêmement concrets, sont en mesure de parler véritablement de génocide, tant dans le discours que dans les actes. C'est quelque chose qui est assez surprenant, mais qui est assez imparable sur un plan juridique. Ce qui a été aussi étonnant, c'est la réaction des Italiens qui ont dit à partir du moment où la CPI Oui. a lancé ce mandat, eh bien, si Netanyahou venait sur notre sol, nous serions obligés de l'arrêter, ce qui n'a pas été le cas lors de son tout à fait récent voyage en Hongrie, où il est finalement allé un petit peu narguer la CPI en se rendant dans ce pays étranger. Et en France aussi, d'ailleurs, on est allé dans le sens de la CPI. Donc finalement, Oui, absolument. D'ailleurs, les Israéliens considèrent que si la CPI a voté ce mandat d'arrêt avec la présence d'un juge français parmi les magistrats, c'est que ça n'a pas pu être fait sans l'autorisation d'Emmanuel Macron. On sait que les relations entre Netanyahou et Macron sont très tendues et que là, les Israéliens ne se gênent pas pour cogner sur la France dès qu'ils le... Enfin, le gouvernement israélien actuel ne se gêne pas pour cogner sur la France dès qu'il le peut. bon. Et dernier point, ce sont les réactions américaines à cette décision de la Et CPI. voilà. Une nouvelle fois, les Américains ont mis leur veto pour empêcher le Conseil de sécurité de l'ONU de voter une résolution de cessez-le-feu immédiat à Gaza. Bien sûr, les Palestiniens et de très très nombreux pays, c'est-à-dire 14 pays membres du Conseil de sécurité, ont été là aussi extrêmement scandalisés par cette décision. De plus en plus, les ONG considèrent que les Américains cautionnent totalement le génocide qui a lieu aujourd'hui à Gaza. Par ailleurs, Biden a jugé scandaleux. Alors, encore une fois, quand on dit Biden, vous Oui, oui. considérez l'administration Biden a jugé scandaleux le mandat de la CPI en ayant un argument plus que discutable en disant effectivement on ne peut pas comparer le Hamas et Israël. Alors évidemment on ne peut pas comparer le Hamas et Israël, mais la politique israélienne aujourd'hui est aussi génocidaire par ses massacres que l'a été le Hamas et ses actes barbares du 7 octobre. Mais surtout les Américains ont peur d'une chose, c'est qu'il y ait un précédent juridique. Oui. Lindsey Graham l'a dit en disant Oui. si nous ne réagissons pas contre ça, ça veut dire que la CPI s'en prendra à nous dans l'avenir. Et on sait très bien que les Américains ont toujours refusé d'être jugés par la CPI parce qu'ils savent très bien que de nombre de leurs politiques et de leurs généraux pourraient être poursuivis pour des crimes de guerre commis en Afghanistan, en Irak, dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Donc il y a là vraiment quelque chose qui les préoccupe et ça explique un peu leur position radicale sur le sujet. Radical qui va jusqu'à avertir leurs alliés, soi-disant. Je vais donner les propos exacts du sénateur Lindsey Graham, qui avait régi sur Fox News. On vous passera d'ailleurs jeudi l'extrait. Donc il revenait sur la condamnation de Benjamin Netanyahou. Il a dit à tous les alliés, Canada, Grande-Bretagne, Allemagne, France, si vous essayez d'aider la CPI, nous vous sanctionnerons. Nous devons écraser votre économie. Voilà, c'est sympa. Car nous serons les prochains sur la liste. Voilà ce qu'il dit un peu plus tard. Voilà les propos du sénateur Lindsey Graham. Donc on voit bien la réaction américaine. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Éric Donessé, d'être revenu là-dessus.